Cette vidéo porte sur une règle simple qui est à la base de toute la physique. Chaque principe, de la mécanique classique à l'électromagnétisme, de la théorie quantique à la relativité générale, jusqu'aux constituants ultimes de la matière, les particules fondamentales. Tout cela peut être remplacé par cette seule règle. On dirait qu'on s'approche d'un territoire un peu étrange. Nous entrons en territoire effrayant, je vous comprends, et suis d'accord. Cela pourrait en fait expliquer le comportement de la vie elle-même. Je pense que je suis coincé dans une mentalité classique où, pour moi, l'image locale, la façon de penser à l'univers en termes d'équations différentielles, c'est vraiment ce qui se passe. Mais je crains de l'avoir totalement à l'envers. Et tout commence avec un simple problème. Si vous voulez faire glisser une masse du point A au point B, quelle forme de rampe l'y amènera le plus rapidement? Ceci est connu comme le problème de la descente la plus rapide. Vous savez, le bon sens, vous pourriez dire « prenez le chemin le plus court », en ligne droite de A à B. Mais si vous pliez un peu la rampe vers le bas au début, eh bien, la masse accélère à une vitesse plus élevée plus tôt. Donc, même si cela parcourt une distance légèrement plus longue, cela va plus vite et dépasse la rampe droite. La question est donc, quelle forme offre l'équilibre parfait entre l'accélération et la longueur du trajet pour minimiser le temps de déplacement? Selon Galilée, c'était l'arc de cercle. Il a prouvé que c'est le polygone le plus rapide. Mais est-ce le plus rapide? Près de 60 ans plus tard, en juin 1696, Johann Bernoulli a posé ce problème comme un défi aux meilleurs mathématiciens du monde. Principalement parce qu'il est un grand frimeur qui veut montrer sa supériorité. Il a donné à tout le monde 6 mois pour trouver des solutions, mais aucune n'a été soumise. Alors Gottfried Leibniz, un ami de Bernoulli, l'a persuadé de prolonger le délai pour donner une chance aux étrangers. Je pense que Newton était probablement visé, car il était considéré comme le meilleur par tous. Et donc Johann aurait voulu montrer qu'il était meilleur que Newton. Il n'était plus vraiment un mathématicien ou un physicien actif. Il travaillait comme le gardien de la monnaie, comme un haut poste gouvernemental. Et le 29 janvier 1697, Newton est rentré chez lui après une longue journée de travail pour trouver le défi de Bernoulli dans un courrier. Irrité, il a écrit « Je n'aime pas être harcelé et taquiné par des étrangers à propos de choses mathématiques. » Mais le problème était trop tentant. Alors Newton passa le reste de la journée et de la nuit dessus, et à 4 heures du matin, il avait trouvé une solution, quelque chose qui avait pris 2 semaines à Bernoulli. Newton a soumis sa solution au journal Philosophical Transactions. Il a envoyé sa solution là-bas mais ne l'a pas signée, et Johann Bernoulli, après avoir vu la solution, aurait dit « Je reconnais le lion à sa griffe, tu sais. D'accord, tu n'as pas besoin de la signer, Newton. Je peux dire qui tu es. Qui d'autre pourrait donner une telle solution? » Et bien que globalement Newton ait dominé Bernoulli, dans ce cas, la solution de Bernoulli a réellement surpassé celle de Newton. Je peux comprendre pourquoi Johann Bernoulli voulait défier tout le monde, car il a trouvé une solution vraiment astucieuse, je dirais même une solution véritablement créative et magnifique. Pour y parvenir, il s'est inspiré d'un problème auquel étaient confrontés les philosophes anciens. Comment la lumière voyage-t-elle d'un endroit à un autre? C'est une question que s'est posée Eros d'Alexandrie au 1er siècle de notre ère. Il a réalisé que dans un seul milieu, comme l'air, la lumière suit toujours le chemin le plus court. Une conséquence est que lorsque la lumière se reflète, disons sur un lac, l'angle d'incidence est toujours égal à l'angle de réflexion. Tout autre chemin entre le point de départ et le point d'arrivée serait plus long. Mais lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre, comme de l'air à l'eau, elle se courbe de manière particulière. Elle se réfracte et ne suit pas le chemin le plus court. Si vous avez déjà laissé tomber quelque chose au fond d'une piscine et que vous l'avez cherché à travers l'eau, vous avez peut-être remarqué que lorsque vous mettez votre main dedans, l'objet n'est pas forcément là où vous pensez qu'il est, car la lumière s'est courbée en traversant la surface de l'eau. Alors quel est le principe directeur ici?
Eh bien, au cours des 1600 prochaines années, les gens ont lentement découvert que le sinus de l'angle d'incidence, divisé par le sinus de l'angle de réfraction, est égal à une constante, n, qui dépend de la nature des deux milieux. Ceci est devenu connu sous le nom de loi de Snell. Mais personne ne savait pourquoi cela fonctionnait. Jusqu'en 1657. Pierre de Fermat, un autre grand mathématicien, entre en scène à ce moment de notre histoire. Le jour, il était juge, mais la nuit, il rentrait chez lui pour passer du temps avec sa femme et ses enfants, puis faisait ce qu'il aimait le plus, c'est-à-dire travailler sur des maths pour le plaisir. Il travaillait principalement en mathématiques pures, mais à un moment donné, il s'est intéressé à la question: pourquoi la lumière obéit-elle à ce principe de réfraction? Et il pensait que peut-être Héron d'Alexandrie était sur la bonne voie, mais ce n'est pas la distance qui est minimisée, mais plutôt le temps. Mais vérifier si c'était vrai pour la réfraction serait difficile. Il devrait examiner tous les chemins possibles que la lumière pourrait emprunter en variant le point où elle intersecte la frontière, puis calculer le temps pour chacun d'eux, et enfin montrer que la lumière prend le chemin pour lequel le temps de trajet total est le plus court. Il ne sait pas comment le résoudre, et il craint que cela ne devienne compliqué, même s'il pouvait le résoudre, donc il ne le fera pas. Je pense qu'il n'était pas vraiment intéressé par la physique, en fait. Mais bref, les années passent. Il s'y intéresse à nouveau 5 ans plus tard, essaie de le résoudre et finit par y parvenir. Il montre alors que la loi de Snell apparaît naturellement comme le chemin minimisant pour la lumière dans ces conditions de transition, d'un milieu où la lumière a une certaine vitesse à un autre où elle en a une différente. Et cette constante n, eh bien, elle est juste égale à la vitesse de la lumière dans le premier milieu divisé par la vitesse de la lumière dans le second milieu, ce qui nous permet de réécrire la loi de Snell comme ceci. Et il dit cette chose, je veux juste vous lire une petite citation parce que je l'adore. Il dit que c'est le calcul le plus extraordinaire, le plus imprévu et le plus heureux de sa vie. Vous voyez, c'est bien de faire de la physique. Si vous utilisez ce principe du temps minimum, vous pouvez expliquer tout ce qui était connu sur la lumière à l'époque de Fermat? C'est la première fois, à ma connaissance, que quelqu'un montre que la nature obéit à un principe d'optimisation, que la nature fait la meilleure chose possible. Dans ce cas, la lumière prend le temps le plus court possible. Bernoulli connaissait le principe du temps minimum de Fermat et pensait pouvoir l'utiliser pour résoudre le problème de la descente la plus rapide. Il a transformé le problème, passant d'un problème de mécanique sur une particule glissant le long d'une rampe à un problème d'optique. Au lieu d'une masse qui est accélérée par la gravité, il a imaginé un rayon de lumière qui irait de plus en plus vite en pénétrant des couches de milieu de moins en moins denses. Et si vous rendez les couches de plus en plus fines où la loi de Snell est respectée à chaque interface, vous obtenez finalement une courbe continue. Maintenant, la question est, comment la vitesse de la lumière devrait-elle changer d'une couche à l'autre pour qu'elle modélise avec précision un objet en chute? Vous pourriez essayer de résoudre le problème en pensant que si la particule doit tomber de A à B, elle va accumuler de l'énergie cinétique. Et elle convertit la perte d'énergie potentielle en cette énergie cinétique. Si vous écrivez l'équation de conservation de l'énergie pour cette relation, vous constatez que la vitesse atteinte par la particule à tout moment, après être tombée d'une distance y, est telle que son carré est proportionnel à y, la hauteur par rapport au sommet. Donc la vitesse est comme la racine carrée de y. Et ce serait un peu comme dire, imaginez la lumière se déplaçant de manière à ce que, au lieu d'une vitesse constante de la vitesse de la lumière soit proportionnelle à la distance depuis le sommet. Zoomons et regardons une seule interface. Insérons notre expression pour la vitesse de la lumière dans la loi de Snell. On trouve que sin angle 1, racine carrée y1, égale sin angle 2, racine carrée y2. La loi de Snell s'applique aussi pour la couche suivante. Et là, l'angle entrant est simplement θ2. Donc ceci est également égal au sinus du troisième angle divisé par la racine carrée de y3. Il en va de même pour les couches suivantes, et ainsi de suite. En d'autres termes, ce rapport doit être égal à une constante, appelons-la k. Et cette équation, selon l'histoire, Bernoulli l'a immédiatement reconnue comme l'équation d'une cycloïde.
C'est le chemin tracé par un point attaché au bord d'une roue en mouvement. C'est également connu sous le nom de courbe brachistochrone, du grec signifiant le temps le plus court. Et donc la solution étonnante est que le moyen le plus rapide pour aller de A à B est de suivre un arc de cycloïde, pas un cercle, une forme appelée cycloïde. Cette courbe a également une autre propriété surprenante. Peu importe d'où je libère la masse, elle atteint toujours la fin en même temps. Pour cette raison, elle est également connue sous le nom de courbe tautochrone, du grec signifiant en même temps. En trouvant cette solution, Bernoulli a écrit de cette façon: « J'ai résolu d'un seul coup deux problèmes importants, un optique et un mécanique, et j'ai accompli plus que ce que j'exigeais des autres. J'ai montré que les deux problèmes pris de domaines entièrement différents des mathématiques ont le même caractère. » Bernoulli ne savait pas qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grand. Environ 40 ans après, son étudiant Pierre-Louis de Maupertuis a aussi étudié le comportement de la lumière et des particules. Et il a remarqué qu'il y a des cas où les deux se comportent de manière très similaire. Cela lui a fait penser, et si le principe du temps minimum de Fermat n'était pas le plus fondamental? Je veux dire, pourquoi la nature se soucierait-elle de minimiser le temps? Peut-être qu'il y a une quantité plus fondamentale qui est minimisée, une qui ne gouverne pas seulement la lumière, mais aussi les particules. Dans les années 1740, il a proposé une nouvelle quantité nommée l'action. C'est la masse multipliée par la vitesse et la distance. Sa réflexion était quelque chose comme ça. Plus quelque chose voyage loin, plus l'action est grande. Plus ça va vite, plus l'action est grande. Et si c'est une particule, alors plus elle est massive, plus l'action est grande. S'il y a plusieurs segments dans le trajet, alors l'action totale est simplement la somme de la masse multipliée par la vitesse multipliée par la distance pour chaque segment. Pour voir le principe en action, voici un exemple super simple, sans frottement ni perte. Imaginez qu'une balle de 0,5 kg roule sur le sol sur 6 mètres à 3 mètres par seconde. Alors, cela serait 9 unités d'action. Si la balle rebondit ensuite et parcourt 6 mètres supplémentaires à 3 mètres par seconde, alors l'action pour l'ensemble du trajet est 9 plus 9, soit 18 unités d'action. Maintenant, ce que Maupertuis a affirmé, c'est que parmi toutes les trajectoires possibles où la balle rebondit sur le mur, le chemin qu'elle suivra est celui qui minimise l'action. En 1744, il a écrit « Cette action est la véritable dépense de la nature, qu'elle s'efforce de rendre aussi petite que possible. » Alors, quelle a été la réponse à l'idée révolutionnaire de Maupertuis? Il a été attaqué et moqué. Un de ses amis de longue date, un physicien du nom de Samuel Koenig, a écrit que non seulement votre principe est faux, mais que vous l'avez également volé à Leibniz. Voltaire, auparavant un ami proche de Maupertuis, l'a accusé de plagiat, de mauvaise physique, d'être stupide, et de tout ce qu'il pouvait imaginer. Il a rédigé une satire de 32 pages dans le seul but de ridiculiser Maupertuis. Cela pourrait être en partie dû aux rumeurs selon lesquelles l'amante de Voltaire aurait eu une liaison avec Maupertuis. Mais pas tout le monde ne l'a attaqué. Certains l'ont ignoré. Maupertuis, j'ai suivi beaucoup de cours de mathématiques et de physique dans ma vie. Je pense que tu es la première personne que j'entends le prononcer. On ne parle pas beaucoup de lui. Tout cela était terriblement stressant pour Maupertuis, qui approchait de la fin de sa vie, et plus que tout, il pensait que le principe de la moindre action serait ce pourquoi on se souviendrait de lui. Ce serait son héritage. Mais maintenant, il était attaqué, moqué, ridiculisé et ignoré. Malheureusement, ce traitement était au moins quelque peu justifié, car Maupertuis a sorti son principe un peu de nulle part. Il n'y avait aucune raison évidente pour laquelle la nature devrait se soucier de la masse multipliée par la vitesse multipliée par la distance, ou encore moins, pourquoi cette quantité devrait être minimisée. Et mathématiquement, le principe de moindre action n'était pas non plus rigoureux. Mais un homme l'a défendu avec détermination. Et cet homme était Leonhard Euler. Euler a d'abord remplacé la somme par une intégrale. Ainsi, vous pourriez calculer l'action pendant que la vitesse ou la direction changeait continuellement. Et il a utilisé cela pour trouver la trajectoire d'une particule autour d'une masse centrale, comme l'orbite d'une planète autour d'une étoile.
Résoudre cela signifiait que parmi tous les chemins possibles entre deux points, il devrait trouver celui pour lequel l'action était la plus petite. C'est similaire au problème que Fermat a essayé de résoudre, seulement maintenant, au lieu de changer une variable, il devrait varier chaque point possible le long du chemin, ce qui est infiniment nombreux. Inutile de dire que c'était une tâche ardue. Les mathématiques ne disposaient pas encore des outils nécessaires pour traiter ces problèmes. Heureusement, Euler lui-même a inventé une nouvelle méthode. C'était maladroit et long, mais ça marchait. Au cours de ce processus, il a réalisé que le principe de moindre action ne fonctionne que si l'énergie totale est conservée et qu'elle est la même pour tous les chemins considérés. Maupertuis n'avait pas réalisé que ces deux conditions étaient nécessaires. Ainsi, Euler a amélioré la rigueur mathématique du principe. Il a trouvé deux conditions supplémentaires et il a fourni un exemple spécifique de son fonctionnement. Euler est un mathématicien d'une puissance stupéfiante, et pas seulement un génie, il semble également être une personne de valeur. D'après ce que nous savons, il était très généreux. On peut encore lire Euler et vraiment le comprendre. Il vous aide, il est empathique. Vous savez, non, il était comme vous, il essaye d'expliquer les choses. Mais Euler était encore loin d'une preuve générale. Il faudra attendre un autre mathématicien légendaire, Joseph-Louis Lagrange. Joseph-Louis Lagrange était un jeune homme de 19 ans, timide et principalement autodidacte. Mais malgré son âge, il travaillait déjà à la pointe des mathématiques, y compris avec la nouvelle méthode d'Euler. En 1754, il a partagé ses résultats avec Euler, qui a répondu que Lagrange avait porté la théorie au sommet de la perfection, ce qui lui a procuré la plus grande joie. Mais en plus d'être des mathématiciens de classe mondiale, ils partageaient une autre chose. Ils étaient tous deux de grands partisans du principe de moindre action. Et environ 5 ans plus tard, juste un an après la mort de Maupertuis, Lagrange a réussi à fournir une preuve générale. Y a-t-il une façon intuitive de penser à l'action? Comme j'ai l'impression qu'il y a une façon intuitive de penser à la force et il y a une sorte de façon intuitive de penser à l'énergie. Mais y a-t-il une façon intuitive de penser à l'action? Je ne sais pas, je veux regarder votre émission pour apprendre. J'espère que vous y parviendrez parce que je n'ai pas une bonne impression de l'action. Maintenant, je veux expliquer la preuve de Lagrange, mais je ne veux pas le faire de la manière dont il l'a fait. Nous procéderons donc en 3 étapes. Nous présenterons d'abord l'approche générale développée par Euler et Lagrange. Nous reformulerons ensuite le principe dans sa version moderne. Et enfin, nous appliquerons ces mathématiques à un exemple simple pour vous montrer pourquoi cela fonctionne. Voici l'approche générale. S'il y a une infinité de chemins possibles, comment trouvez-vous celui qui a le moins d'actions? Euler et Lagrange ont découvert qu'on peut procéder de façon similaire à la recherche du minimum d'une fonction. Prenez la dérivée et mettez-la égale à 0. Et là où la pente est horizontale, cela doit être le minimum. Donc, si vous faites un tout petit pas à gauche ou à droite, la valeur de la fonction ne change pratiquement pas. Et de manière similaire, si vous avez le chemin de moindre action, alors si vous le modifiez un peu, par exemple en ajoutant une petite bosse ici ou en l'aplatissant là, imaginez que nous ajoutons simplement une petite fonction état à notre chemin de moindre action, eh bien, l'action ne devrait essentiellement pas changer parce que nous sommes à ce point vraiment spécial, le chemin de moindre action. Vous ajoutez un peu au chemin minimal, mais l'action reste la même. Si c'est le chemin optimal qui a le moins d'action, alors tout autre chemin doit avoir plus d'action. Donc, le contre-argument ici est que tout cela est du premier ordre. Donc, si vous regardez les termes linéaires qui sont proportionnels à état, la déviation, alors au premier ordre, la différence d'action sera nulle. Vous pouvez imaginer cela comme si vous étiez au fond d'un bol à un minimum et que vous faisiez un petit pas en dehors que nous appellerons état. Si ce changement était proportionnel à état, vous pourriez peut-être augmenter d'un côté, mais diminuer de l'autre, et cela ne serait alors plus un minimum. Donc, en quelque sorte, le coefficient d'état doit être 0. Comme vous êtes à un minimum, cela ressemble à une parabole, donc cela peut être proportionnel à état carré ou à un terme d'ordre supérieur. Et là, il y a donc une petite déviation dans l'action, mais elle n'est pas proportionnelle à état. Donc, au premier ordre, le changement d'action entre le chemin optimal et un chemin d'essai est nul.
Donc, ce que vous pouvez écrire, c'est que l'action de ce chemin d'essai moins l'action du véritable chemin est égale à 0 au premier ordre. C'est une manière concise d'exprimer le principe de moindre action, et c'est l'approche générale que vous utilisez pour résoudre tous ces problèmes. Avec cela en main, réécrivons le principe dans sa forme moderne, en commençant par l'action de Maupertuis, qui est la somme de la masse multipliée par la vitesse multipliée par la distance. Mais Euler a transformé cela en une intégrale, donc c'est l'intégrale de la masse multipliée par la vitesse, intégrée sur la distance. Maintenant, la vitesse est égale à ds sur dt, ce qui nous permet de réarranger cela pour obtenir ds égale à v dt, et en insérant cela, nous avons une intégrale de mv carré sur le temps. Mais attendez, cela n'est rien d'autre que 2 fois l'énergie cinétique, et comme Euler l'a souligné, l'énergie totale doit être conservée. L'énergie totale est simplement la cinétique plus la potentielle, donc nous pouvons réécrire cela comme T égale E moins V. En insérant cela pour le second T, nous obtenons que la variation de T plus E moins V intégrée sur le temps est égale à 0. Maintenant, nous pouvons diviser cette intégrale en 2, et puisque l'énergie est constante, nous pouvons intégrer ce terme sur le temps pour obtenir ceci, et nous pouvons simplifier cela encore plus, tout comme avec une dérivée normale, nous pouvons écrire la variation de E fois t comme E fois la variation de t plus t fois la variation de E, mais souvenez-vous, comme Euler l'a découvert, l'énergie des différents chemins doit être la même. Donc la variation entre E est 0, et ce terme disparaît. Si nous réarrangeons cela ainsi, alors nous trouvons que la variation de cette intégrale est égale à moins l'énergie fois la variation du temps. Cela ressemble beaucoup à un autre principe de minimisation, si seulement c'était égal à 0. Eh bien, nous pouvons rendre cela 0 en ne considérant que les chemins qui ont le même temps de voyage. Si vous faites cela, alors il n'y a plus aucune variation dans le temps, et ce terme disparaît. Et ce que nous trouvons, c'est que le principe de Maupertuis a changé en une autre forme, où maintenant la variation de l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle intégrée sur le temps est égale à 0. T moins V, énergie cinétique moins énergie potentielle, puis vous intégrez cela le long d'un chemin que vous parcourez de A à B, puis vous l'intégrez par rapport au temps. C'est très étrange, et pourtant il s'avère que c'est la bonne chose à intégrer. Maintenant, c'est un peu bizarre. Nous avons commencé avec la masse multipliée par la vitesse intégrée sur la distance, et maintenant nous avons l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle intégrée sur le temps. Et d'une manière ou d'une autre, les deux sont des façons d'écrire le principe de moindre action. Mais cela signifie aussi que cette intégrale ici, t moins v intégrée sur le temps, est une autre façon d'écrire l'action. La première personne à écrire le principe de moindre action de cette manière était William Rowan Hamilton en 1834. Et en faisant cela, il a donné son nom au principe. Donc le principe de moindre action que nous écrivons comme intégrale de 50 dt, 50 étant le 50 Lagrangien, le t moins v, l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, il ne l'appelle pas le principe de Lagrange, mais le principe de Hamilton. Hamilton se baserait donc sur Lagrange de cette façon. Le principe de Hamilton est l'expression moderne du principe de moindre action, tel que présenté dans la plupart des livres de physique. C'est en partie parce que le principe de Hamilton indique comment les objets se déplacent d'un point à un autre, plutôt que de simplement donner la forme de la trajectoire. Deux autres différences importantes entre les deux principes sont que l'action est maintenant une intégrale sur le temps au lieu de l'espace, et une conséquence est qu'avec le principe de Hamilton, vous avez maintenant besoin d'un point de départ et d'arrivée, ainsi que d'un temps de départ et d'arrivée. Le troisième est qu'avec le principe de Maupertuis, vous devez maintenir l'énergie des différents chemins la même, mais le temps peut varier, tandis qu'avec le principe de Hamilton, les énergies peuvent différer, mais le temps doit être le même entre les chemins. Avec notre approche générale et la formulation moderne du principe, appliquons-le à un exemple simple pour comprendre son fonctionnement. Disons que je lance cette balle droit en l'air. Elle passe donc d'un point de départ à, disons, un point d'arrivée différent en un certain temps. Maintenant, si nous appelons la hauteur de la balle y de t, alors nous pouvons tracer ces deux points comme ceci. Et ensuite, nous pouvons imaginer une infinité de trajectoires possibles qui pourraient relier ces deux points. Certaines vont un peu plus haut, d'autres plus bas, certaines ont des oscillations, d'autres non. La seule condition est que tous les chemins doivent avoir le même point de départ et d'arrivée et le même laps de temps écoulé entre eux. Pour trouver la trajectoire réelle, nous procédons comme précédemment.
Nous imaginons que c'est le vrai chemin, y de t, celui avec le moins d'action, puis nous imaginons faire de petites variations en le poussant un peu ici, un peu là, et ainsi de suite en faisant de minuscules changements à chaque étape de temps que nous appellerons état de t. Donc, quand vous ajoutez y et état ensemble, vous obtenez ce nouveau chemin d'essai, appelons-le q de t. Et comme les variations sont petites, la différence d'action entre ces deux chemins est nulle. Notre prochaine tâche est de résoudre cette équation. Nous calculons donc l'action pour chaque chemin. Pour cela, nous avons besoin des énergies cinétiques et potentielles de chacun, écrites en fonction de y et état. En insérant ceci, vous obtenez que la différence d'action est égale à cela. Mais attendez, cette première intégrale n'est que l'action du vrai chemin. Donc ces intégrales se compensent et ce qu'il vous reste n'est que cela. 1000 fois 500y sur 500t fois 500 état sur 500t moins état fois la dérivée du potentiel intégré sur le temps est égale à 0. Nous pouvons réécrire cela plus loin en utilisant l'intégration par partie. Cela nous permet de remplacer ce terme par celui-ci. Et si nous insérons cela, nous avons maintenant une fonction qui, lorsqu'elle est multipliée par état et intégrée sur le temps, doit être égale à 0. Mais comme état peut être à peu près n'importe quoi, cela ne peut être vrai que si cette partie est égale à 0. Donc, ce que nous avons trouvé, c'est que l'action est minimale pour le chemin qui satisfait cette étrange équation différentielle. Maintenant, cela peut sembler compliqué, mais ce n'est pas le cas. Moins la dérivée du potentiel, c'est simplement la force. Et la seconde dérivée de la hauteur, eh bien c'est simplement l'accélération. Donc, si nous réarrangeons cela, nous trouvons que le chemin qui satisfait le principe de l'action minimale est celui qui obéit à F égale ma. En d'autres termes, le principe de l'action minimale est équivalent à la deuxième loi de Newton. Mais il va au-delà de la simple mécanique. Le principe du temps minimum de Fermat s'est révélé être un cas particulier du principe de l'action minimale. Ainsi, avec ce seul principe, vous pouviez soudainement décrire tout, de la réflexion et la réfraction de la lumière, au balancement d'une horloge à pendule, aux planètes en orbite autour du Soleil et aux étoiles en orbite autour du noyau de la galaxie. Ce qui était autrefois considéré comme des domaines entièrement séparés de la physique étaient maintenant tous unifiés sous une seule règle simple. La variation de l'action est 0. Après qu'Euler ait découvert la démonstration de Lagrange, il lui écrivit « Combien M. Maupertuis serait-il satisfait, s'il était encore en vie, s'il voyait son principe de moindre action appliqué au plus haut degré de dignité auquel il soit susceptible ?» Grâce à la preuve de Lagrange, il existe désormais deux méthodes pour résoudre tout problème de mécanique. Vous pouvez utiliser des forces et des vecteurs, ou des énergies et des scalaires. Le principe de moindre action semble trop compliqué et inutile. Qui l'utiliserait quand la deuxième loi de Newton est si simple à appliquer? Vos options sont soit d'utiliser tout cela, soit de commencer avec F égale ma, et il vous donne la même réponse. Pourquoi utiliser jamais le principe de moindre action? C'est parce que Euler et Lagrange ont trouvé un moyen de rendre tout cela super simple. Si ceci est l'action, alors t moins v est appelé le Lagrangien. Maintenant, remplaçons tout ce que nous avons fait précédemment par le Lagrangien, et vous verrez que le principe de moindre action fonctionne chaque fois que cette équation différentielle est satisfaite. Donc, tout ce que vous avez à faire maintenant, si vous voulez résoudre un problème de mécanique, c'est d'écrire l'énergie cinétique et potentielle, puis de les insérer dans cette équation, et c'est tout. Cela devient extrêmement puissant. Je me souviens d'avoir pensé que la force était difficile à obtenir, que l'on pouvait le faire si l'on était bon et que les gens qui étaient bons en mécanique pouvaient le faire, mais qu'avec l'approche lagrangienne, on avait cette machine. Tu appliques simplement le principe de moindre action et tu obtiens la bonne équation du mouvement sans avoir besoin d'être un excellent physicien. C'est ce que j'en ai retenu. En tant que gars de mathématiques, je peux faire de la physique grâce à Lagrange et Euler. Et cela ne fonctionne pas seulement en une dimension. Si vous avez plus de dimensions, alors vous résolvez simplement l'équation d'Euler-Lagrange pour chaque coordonnée. Un autre avantage est la possibilité d'utiliser des systèmes de coordonnées inhabituels potentiellement mieux adaptés au problème. Comme si vous résolviez un problème avec quelque chose qui tourne.
Vous pourriez vouloir utiliser des coordonnées polaires au lieu de coordonnées cartésiennes, et cela vous donnera les équations correctes du mouvement en coordonnées polaires, ce qui pourrait encore être un peu délicat à faire avec des vecteurs. Comme avec le pendule double. Essayer de résoudre cela en utilisant des forces est extrêmement difficile. Parce que pendant qu'un pendule oscille, il fournit le point d'attache pour le pendule suspendu en dessous. Le pendule oscille donc dans ce cadre de référence mobile. C'est un travail très désagréable d'écrire le bon F égale ma pour un double pendule. Mais en utilisant l'énergie cinétique et potentielle, c'est plutôt simple. C'est ainsi que nous avons réalisé cette simulation. Maintenant, il y a une petite remarque que nous devrions faire sur le principe de moindre action, car le nom est un peu trompeur. Bien que nous nous référions souvent au principe comme le principe de moindre action, il est probablement bon d'ajouter une petite mise en garde ici que parfois ce n'est pas nécessairement le minimum. Tout comme lorsque vous trouvez en calcul lorsque vous mettez une dérivée à zéro, cela ne garantit pas que vous obtenez le minimum d'une fonction. Le principe de moindre action, plus correctement énoncé, devrait être le principe d'action stationnaire, que les lois du mouvement proviennent de l'exigence d'un point stationnaire, ce qui revient à cette condition de mettre une certaine dérivée à zéro et ensuite obtenir l'équation d'Euler-Lagrange à partir de cela. Donc très souvent, c'est un véritable minimum, mais pas toujours. Mais l'action est beaucoup plus fondamentale que la simple mécanique classique. Autour du tournant du XXe siècle, l'action est apparue comme la clé d'une solution à l'un des plus grands problèmes de la physique atomique de l'époque, la catastrophe UV. C'est un peu étrange que cette découverte, qui lance le processus menant à la théorie quantique, introduise l'action, pas l'énergie et pas la force, mais l'action. Cela vous donne un indice, ouais? Mais cela, et bien plus encore, nous devrons l'attendre dans une vidéo différente. Abonnez-vous pour être averti de sa sortie.